Madame C, bonjour. Vous regardez la grande édition de l'actualité sur A12 Télévision. C'est la rétrospective de tout ce qui s'est passé cette semaine au Mali. La campagne électorale est officiellement terminée. Le second tour de la présidentielle est prévu pour ce dimanche 12 août. Les électeurs vont choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son opposant Soumaïla Cissé. En coulisses, les autorités s'organisent pour assurer la sécurité de ce scrutin. Par ailleurs, 17 des 18 candidats de l'opposition au Mali ayant constitué une plateforme commune ont participé cette semaine à un rassemblement dans le palais de la culture de Bamako afin de condamner la fraude du premier tour. Les détails avec Dédi Diagnali. L'objet de la rencontre étant d'empêcher le régime en place de mettre en péril la démocratie, les principaux dirigeants de l'opposition ont appelé hier mardi le peuple malien à la mobilisation. L'opposition condamne la dictature de la fraude. Nous n'accepterons pas la dictature de la fraude dans notre pays. Nous voulons un pays qui avance. Tous ceux qui sont là sont engagés pour cela. Ils sont tous présents. Le pays a trop souffert pendant 5 ans. La corruption, la gabegie, le népotisme, le laisser-aller, l'insécurité partout, l'école qui s'effondre, la santé qui s'effondre, l'eau potable qui disparaît. Pour l'analyste politique Souleymane Drabo, l'union de l'opposition ne serait qu'une façade. Il a estimé qu'il y a un front uni pour contester les résultats, mais pas pour donner la voix à Soumaïla Cissé. La communauté internationale, quant à elle, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à la dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. Rappelons que l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra était le grand absent de la manifestation. Pour le premier tour, 30 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés et pour le deuxième tour, 6 000 hommes supplémentaires sont annoncés. Qu'à cela ne tienne, les observateurs de la communauté internationale, il faut le dire, sont soucieux de l'issue de ce scrutin. En Côte d'Ivoire, renforcement et préservation des liens armée-nation, c'est le thème de la 58e fête de l'indépendance du pays qui s'est célébrée le 7 août. Le président de la République, Alassane Ouattara, a personnellement présidé la parade des forces de l'ordre. Une édition pas comme les autres. Les détails. 5 514 hommes issus de corps militaires et paramilitaires ont pris part à ce défilé qui s'est tenu au boulevard Valéry Giscard d'Estaing d'Abidjan-Treichville. C'est une première pour cet événement qui jusque-là avait l'habitude de se tenir au palais présidentiel. Une manière de rassurer les Ivoiriens et la communauté internationale que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau de sécurité satisfaisant. Face au climat politique de ces derniers jours, il fallait que le gouvernement montre que le pays est désormais sûr et réconcilié. Outre ce changement spatial, il y a eu un changement structurel. Cette année, les festivités ont été marquées par la participation de troupes venues du Mali et du Burkina Faso. Les militaires maliens et burkinabés ont été invités à défiler aux côtés de leurs frères d'armes ivoiriens. Cette décision a eu pour but de souligner la fraternité et l'excellence des relations entre ces trois pays frontaliers, unis par les mêmes peuples, mais aussi et surtout maintenant, le même défi sécuritaire. Pour cette 58e célébration de l'indépendance partout en Côte d'Ivoire, l'événement a été ponctué par des défilés, allocutions et autres festivités. À Sikensi, dans la région de la Niébi et Tiassa, faste et solennité étaient au rendez-vous. Un reportage de Siaka Koni. C'est par un défilé des forces de défense et de sécurité que la manifestation a débuté aux alentours de 10 heures sur la place de l'indépendance. Gendarmerie, police, forces de défense et de sécurité et forces paramilitaires ont fait allégeance à Madame le gouverneur, représentant le chef de l'État des Côtes d'Ivoire. Après quoi, le salut aux couleurs au son de la biyanaise exécuté par la fanfare locale. Cérémonie marquée par un tour d'honneur du préfet du département de Sikensi, symbole de cette communion avec le peuple et ses administrés. Moment très important de cette cérémonie, l'allocution du gouverneur qui a passé en revue les questions du développement local auxquelles aspire fortement la circonscription de Sikensi. Donc bravo à la population de Sikensi,
nous étions à combien? À plus de 2000 participants. C'est formidable, c'est une première. L'année dernière, c'était une première. Cette année encore, c'est une première. On ne peut que se féliciter de cela. Et ce nous conforte à l'idée que la Côte d'Ivoire est debout et que la Côte d'Ivoire sera toujours belle. Dans son intervention, le préfet du département de Sikensi a mis en exergue les thèmes de réconciliation, de cohésion sociale et de paix, surtout à l'approche des élections locales du 13 octobre prochain. Voici donc des valeurs fortes que son Excellence président de la République ne cesse de prôner, car la cohésion sociale et la paix constituent la base de tout processus de développement, de tout progrès social. Donc, quoi de plus normal qu'au niveau local, nous puissions accentuer notre politique de sensibilisation, de communication, mais également de développement autour de ces fondamentaux, ces valeurs de paix, ces valeurs de cohésion sociale et ces valeurs de solidarité. Sans ces valeurs, aucune nation ne peut prospérer. Donc, c'est au regard de ces valeurs que nous avons tout simplement décidé, dans un élan de solidarité, comme vous avez pu le constater, tous les élus du département étaient aux côtés de Madame le Préfet pour célébrer la fête. Les cadres également, loin des moindres. Autre temps fort de cette cérémonie, le défilé des différentes couches socio-professionnelles des communautés nationales et étrangères. C'était donc une très belle fête à Sikensi. Rappelons que ce mois d'août 2018, plusieurs pays célèbrent le 58e anniversaire de leur indépendance. C'est par exemple le cas du Tchad, dont le président de la République, Idriss Déby Itno, a présidé ce 11 août la parade militaire. Revenons au chef de l'État ivoirien qui, dans son traditionnel discours à la nation, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, a déclaré avoir signé une ordonnance portant amnistie de 800 détenus en rapport avec la crise post-électorale de 2010 à 2011. À la suite de cette annonce, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été libérée. Seulement, la Cour pénale internationale demande au gouvernement ivoirien d'exécuter le mandat d'arrêt contre cette dernière. Les précisions. La Cour pénale internationale a appelé à nouveau le gouvernement ivoirien à lui livrer l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui vient de bénéficier d'une amnistie accordée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Selon le porte-parole de la Cour pénale internationale, dans un communiqué rendu public ce jeudi par la presse nationale ivoirienne, il faut séparer ce qui relève de la procédure nationale où l'amnistie peut être accordée et ce qui relève de la procédure devant la Cour pénale internationale. Mais encore, toute amnistie qui pourrait avoir été accordée n'a pas d'impact sur les procédures devant la CPI. Les autorités ivoiriennes avaient contesté la recevabilité dans cette affaire en 2013. Après avoir entendu ces arguments, les juges de la CPI ont rejeté la contestation et ont rappelé à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai Simone Gbagbo à la Cour. Cette décision a été confirmée en appel en 2015. Selon la dite institution, la Cour s'attend à ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'acquitte de ses obligations en vertu du statut de Rome en exécutant le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo. La justice pour les crimes internationaux les plus graves énumérés dans le statut de Rome est un élément important pour parvenir à une paix durable. Rappelons que Simone Gbagbo a été mise en liberté mercredi dernier et a regagné son domicile familial le même jour. Affaire à suivre. En Côte d'Ivoire, l'actualité politique est brûlante. Le président Alassane Ouattara a reçu Henri Konan Bédié pour évoquer les divergences au sein du RHDP. Les deux partis ne sont pas tombés d'accord puisque, contrairement à la note de la présidence, le président Bédié a annoncé le retrait de son parti du processus de mise en place du parti unifié dénommé RHDP. Karel Dabli. Après plusieurs mois de tensions croissantes, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Cette rupture marque une recomposition du paysage politique ivoirien, selon le politologue Sylvain Guessant, déjà en pleine effervescence avec l'amnistie et la liberté mercredi de l'ex-première dame Simone Gbagbo et des principaux responsables du Front populaire ivoirien. C'est par un communiqué signé du président du PDCI, Henri Konan Bédié, que la rupture a été officialisée à 2 mois des élections locales et à 2 ans de la présidentielle. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, exclu il y a 3 semaines du PDCI par la direction, l'éclatement de cette coalition au pouvoir est un véritable danger pour le parti. Contre toute attente,
nous nous rendons compte que le chef a décidé de mettre fin donc, à cet accord politique. Déjà, c'est un problème pour nous. C'est regrettable qu'on soit arrivé à prendre une telle décision et on parle même d'une nouvelle alliance qui peut être créée, mais nous préférons être alliés aux enfants d'Oufoué que de nos alliés à des gens qui ne partagent pas la même idéologie que nous. De son côté, Mamadou Touré, porte-parole du RDR, a affirmé que la coalition au pouvoir ne volait pas en éclats, estimant que le RDR a joué sa partition et resté en cohérence avec l'ensemble de ses engagements. C'est vrai que cette décision du PDCI intervient. À chaud, nous n'avons pas de réaction, si ce n'est que de prendre acte de cette décision. Nous restons fondamentalement attachés, et le président Ouattara reste fondamentalement attaché aux valeurs de dialogue. Toute initiative qui pourrait être prise pour rassembler les enfants d'Oufoué-Boigny et rassembler les Ivoiriens, ces initiatives ne vont pas s'arrêter, vont continuer. Pour rejoindre le RHDP, le PDCI exigeait un retour d'ascenseur, que le parti unifié présente un candidat unique issu des rangs du PDCI à la prochaine présidentielle. Exigence refusée par Alassane Ouattara, qui a en retour multiplié les pressions sur le PDCI, maniant carottes et bâtons. Et donc, selon Ungoran Djedri, directeur de l'administration et du personnel du PDCI, c'est le RDR, en créant le parti unifié RHDP, qui a de facto rompu cette alliance. Le PDCI-RDA, dirigé par le président Henri Konan Bédié, ne se reconnaît pas aujourd'hui dans le gouvernement actuel, étant donné que lors de la formation de ce gouvernement, le président de notre parti n'a pas été consulté. Et donc, nous ne savons pas au nom de quel parti politique ces frères qui sont à ce gouvernement ont été appelés. Le parti unifié RHDP créé par le président Ouattara à la mi-juillet visait à unir sa propre formation, le Rassemblement des Républicains, qui aurait été quasi imbattable aux prochaines élections. Mais ce serait finalement ce projet d'union qui aura provoqué la rupture de la coalition électorale formée par le PDCI et le RDR depuis 2005, qui avait permis l'élection de Ouattara à la présidence en 2010, puis sa réélection en 2015. Le PDCI et le RDR sont donc en froid. Autre fait de l'actualité politique en Afrique, la justice zimbabwéenne a remis en liberté provisoire 27 opposants arrêtés dans le sillage des violences post-électorales après l'annonce de la victoire du président sortant Emmerson Mnangagwa. Mamad Djedri. Les opposants qui avaient été arrêtés lors de la perquisition par la police des locaux du mouvement pour le changement démocratique MDC Opposition. Cette opération était survenue après la répression mercredi de la manifestation contestant les résultats des élections générales présidentielles législatives locales, au cours de laquelle au moins 6 personnes ont été tuées. Les juges ne l'ont pas suivi. Les prévenus qui réfutent les accusations de viol sur la voie publique ont été remis en liberté provisoire. Ils doivent payer $50, 43 € et ils repasseront devant un juge le 4 septembre. L'un de leurs avocats, Denfon Amali, très content de la décision. La décision est que les accusés ont le droit d'être libérés sous caution à certaines conditions, y compris le paiement de $50 pour chacun des accusés. Nous nous attendions à cette décision parce que, selon la loi, toute personne arrêtée a le droit d'être libérée sans condition ou avec des conditions raisonnables sous caution. Le président Mnangagwa, qui a dirigé sous Robert Mugabe la brutale répression 20 000 morts dans les provinces dissidentes du Matabele Ouest en 1983, avait promis vendredi une enquête indépendante sur les violences et a même dénoncé l'intervention des policiers qui ont retardé vendredi une conférence de presse de l'opposition. Il a ensuite exhorté les Zimbabwéens à oublier la politique au profit de l'économie. Dans un pays où près de 3/4 des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté et où le chômage a atteint 90% de la population active. Rappelons que Mnangagwa, qui avait pris le pouvoir en novembre à la faveur d'un coup de force contre Robert Mugabe, dont il est l'ancien bras droit, a été élu de justesse dès le premier tour avec 50,8% des voix. Il s'agissait du premier scrutin depuis la chute de Mugabe, chef d'État autoritaire resté à près de 4 décennies au pouvoir.
Toujours en politique, le président Ivan Duque, qui a pris officiellement ses fonctions à la tête de la Colombie, est déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolás Maduro du Venezuela voisin. Des manifestants de l'opposition colombienne ont cependant défilé dans les rues contre le nouveau président. Dès son discours d'investiture, il a réaffirmé ses promesses électorales en annonçant des correctifs à l'accord de paix signé en fin 2016 avec l'ex-guérilla des FARC, un dissoudiment des négociations avec l'ELN, dernière rébellion colombienne active, et envers son homologue vénézuélien. Pour le respect de la Colombie et le mandat que nous avons reçu, nous mettrons en œuvre des correctifs pour assurer aux victimes vérité, justice proportionnée, réparation et non-répétition, a déclaré Duque à propos de l'accord qui a mis fin à plus d'un demi-siècle de conflit avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, transformées en partis politiques sous le même acronyme. Ce que les Colombiens espèrent, ce sont des solutions et non des agressions. Je veux être le président qui forge et réalise ces accords en pensant à ce dont la Colombie a besoin. L'opposition s'est mobilisée au moment de la cérémonie d'investiture, dont plus d'une trentaine de villes du pays, vêtues de blanc, brandissant des fleurs des drapeaux colombiens. Les manifestants ont exigé protection des activistes, dont 331 ont été assassinés depuis 2016, et respect de l'accord de paix historique qui, en cette même année, a mis fin à une confrontation armée de 53 ans avec la plus ancienne rébellion du continent. Les manifestants se sont exprimés sur son programme politique. Nous pensons qu'en tant que président, il doit gouverner pour tous les Colombiens. Nous n'aimons pas son programme politique ni ses déclarations. Et c'est pourquoi nous nous sommes déclarés en opposition à sa politique économique et à son programme politique. Le dauphin de l'ex-président Álvaro Uribe, 2002-2010, qui est visé par une enquête de la Cour suprême, Ivan Duque a prêté serment pour le mandat de 4 ans auquel il a été élu le 17 juin lors d'une cérémonie sur la place Bolivar au cœur de Bogota. Quant au président sortant de la Colombie, Juan Manuel Santos, il assure avoir été accusé de tout ce qui est inimaginable par le président Nicolás Maduro, qui lui reproche d'être à l'origine de la tentative d'attentat dont il a été victime. Plus de précisions toujours avec Mamadi Edri. La justice vénézuélienne a promis de poursuivre tous ceux qui conspirent contre la paix, après l'attentat dont le président Nicolás Maduro dit avoir été la cible. Ce dernier a accusé le président colombien Juan Manuel Santos d'en être l'instigateur, toute chose dont Manuel Santos se défend. Ces derniers jours, l'extrême droite de ce pays et l'un de ses dirigeants, l'ex-président Álvaro Uribe, m'a accusé d'être impliqué dans un complot avec les services de renseignement, avec James Bond et avec la Cour suprême de justice. Alors que les autorités annoncent une riposte énergique, une marée de partisans du pouvoir portant des portraits de Maduro ont défilé lundi jusqu'au palais présidentiel de Miraflores à Caracas. Plusieurs centaines de chavistes ont attendu pendant des heures une apparition de Maduro annoncée par le ministère de la Communication. Mais le président n'est pas venu. Le ministère n'a pas donné d'explication à son absence. Depuis l'estrade, le numéro 2 du camp présidentiel, Diosdado Cabello, a mis en garde contre les conséquences d'un éventuel assassinat du président. Au Brésil, le premier débat télévisé de l'élection présidentielle d'octobre prochain s'est tenu sans Lula, grand favori des sondages, en prison depuis avril dernier et dont la candidature a de grandes chances d'être invalidée. Mamadi Edri. L'absence au débat de l'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva 2003-2010, qui purge une peine de 12 ans et un mois de réclusion pour corruption et blanchiment d'argent. Un des nombreux paradoxes de ce scrutin très polarisé, le plus incertain de l'histoire récente du pays. Au total, 13 candidats ont été désignés officiellement par leur parti lors des conventions qui ont eu lieu jusqu'à la fin de la semaine dernière. Mais seulement 8 d'entre eux ont participé à ce débat télévisé de plus de 3 heures jeudi à Sao Paulo, dont les 4 poids lourds hormis Luna, Jair Bolsonaro, extrême droite, deuxième dans les enquêtes d'opinion,
Giraldo Hakimi, centre-droite, Marina Silva, écologiste et Ciro Gomez de la gauche. Au cours de ce débat, Guilhem Boulos de la formation de gauche du Parti socialiste et liberté a traité le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Le Brésil sait que vous êtes raciste, macho et homophobe, avant de l'accuser de corrompu. Comme toute réaction, Jair Bolsonaro dénonce la mauvaise politique qui prévaut au Brésil. La violence ne fait que croître au Brésil parce qu'il y a une mauvaise politique sur les droits de l'homme. Luna est resté le grand absent. Il voulait participer par vidéoconférence, mais une juge a rejeté sa demande. Pas de chaise vide sur le plateau pour matérialiser son absence, comme le demandait sa formation. Le Parti des travailleurs, PT. Cette décision de la juge viole les droits du peuple brésilien. Cela s'appelle de la censure, a écrit l'ancien chef de l'État dans une lettre à la chaîne publiée sur les réseaux sociaux. Et environ 3000 personnes, militaires ou civiles, dont plusieurs centaines de descendants de combattants venus de tous les pays du Commonwealth et de France, se sont déplacés pour rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats morts dans la bataille d'Amiens. Cette semaine, cela fait un siècle que la bataille d'Amiens a perdu aux Alliés de prendre le dessus sur les troupes allemandes. Le récit de Siaka Kone. La bataille d'Amiens ou des Montdidier a eu lieu du 8 au 11 août 1918 dans cette ville de la France qui porte son nom. Cette bataille a lancé l'offensive des 100 jours, une série d'attaques qui a repoussé les forces allemandes, aboutissant à la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. La commémoration des 100 jours de cette bataille est l'occasion pour les descendants, sympathisants et même cadets d'âme de témoigner de cette reconnaissance à ces combattants tombés ou même sortis de ce champ d'honneur. Hélène Ayer-Patton, petite fille du général Georges Patton, évoque ici les arguments évoqués pour convaincre quant à la construction des mémorials symbolisant cette bataille. L'un des arguments que j'ai utilisé parmi d'autres pour convaincre la mairie de créer ce mémorial est de dire que nous devons avoir honte, car vous pouvez conduire dans n'importe quel petit village en France et voir dans le centre-ville un mémorial dédié à la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi pas nous? On effectue le déplacement pour commémorer les 100 jours de la bataille d'Amiens ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Le prince William et la première ministre britannique Theresa May. Sur l'esplanade de la cathédrale, plus de 3000 personnes, militaires ou civiles, dont plusieurs centaines de descendants de combattants. Un grand honneur pour eux de représenter ici, à ce jour, leurs aïeux, familles ou même pays. Cette semaine en économie, la Russie a promis des mesures de rétorsion aux sanctions imposées par les États-Unis suite à l'empoisonnement de l'agent Inervan Novichok au Royaume-Uni, dénoncé par le Kremlin comme inadmissible, inamical, mais également illégal. Siaka Kone. La Russie a renforcé ses positions. C'est surtout dans le domaine de la défense que le président veille à consolider la force de notre pays. Et cela provoque la réponse. Bien sûr, ce sera bien triste si les sanctions retombent sur nos habitants, mais j'espère que le gouvernement saura nous protéger et que les sanctions n'auront pas trop d'impact sur notre économie. Le pire pour nous, ce n'est pas les sanctions, mais le fait que le gouvernement ne fait rien pour le pays. Ni Poutine, ni le gouvernement ne veulent comprendre que le pays est fort quand les gens y vivent bien. Et pour le moment, nous ne voyons que le gaspillage du bien public. Toujours en rapport avec les sanctions américaines, les habitants de Téhéran ont réagi à la première salve de sanctions réimposées par les États-Unis contre l'Iran entrée en vigueur mardi dernier. Ces sanctions devraient peser lourdement sur une économie iranienne à la peine qui souffre d'un taux de chômage élevé et d'une nette inflation. Edapi Mohamed Koulibaly. Une première salve de sanctions réimposées par les États-Unis contre l'Iran est entrée en vigueur mardi pour exercer une pression économique sur Téhéran après le retrait unilatéral de Washington de l'accord historique sur le nucléaire iranien de 2015. Dans un entretien télévisé à quelques heures du rétablissement de sévères sanctions américaines contre l'Iran,
Rouhani a accusé Washington de vouloir lancer une guerre psychologique contre la nation iranienne et provoquer des dissensions parmi les Iraniens. Une situation que les populations à leur niveau vivent mal. Puisqu'il y a de nouvelles sanctions, la situation sera encore plus difficile pour les gens. Personne n'est satisfait. L'Iran était un exemple à suivre auparavant, mais il essaie en ce moment d'être comme les autres pays. La situation économique est catastrophique à l'heure actuelle. J'ai l'impression que ma vie est en train de se détruire. Les responsables du pays doivent penser à la classe pauvre de la société. Personne ne se préoccupe des travailleurs car ces derniers ne trouvent pas d'emploi. La première vague de sanctions américaines qui a pris effet ce mardi comprend des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Elle sera suivie en novembre prochain de mesures affectant le secteur pétrolier et gazier, ainsi que la Banque centrale. Ces sanctions devraient peser lourdement sur une économie iranienne qui souffre d'un taux de chômage élevé et d'une nette inflation. Le rial iranien a plongé, perdant près des 2/3 de sa valeur en 6 mois. Après avoir dominé le monde, les États-Unis d'Amérique veulent également dominer l'espace. Le vice-président américain Mike Pence a annoncé la création d'une force de l'espace souhaitée par Donald Trump qui veut ainsi assurer la domination des États-Unis dans l'espace. Didi Diagnali. Les États-Unis ont annoncé la création d'une nouvelle branche armée, à savoir la force de l'espace. Le vice-président américain Mike Pence, dans son allocution, aurait ajouté que les préparatifs étaient désormais en cours pour faire de cette force spatiale la 6e branche aux côtés de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, le corps des marines et les gardes-côtes. Aujourd'hui, le temps est venu d'écrire le prochain grand chapitre de l'histoire de nos forces armées, pour nous préparer au prochain terrain de guerre où les plus honorables et les plus courageux devront provenir et combattre une nouvelle génération de menaces sur notre peuple et notre nation. Il est temps d'établir la force spatiale des États-Unis d'Amérique. Le projet devant être approuvé, Mike Pence a demandé au Congrès d'approuver un budget supplémentaire de 8 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Aujourd'hui, nous réitérons la demande du président au Congrès américain d'investir 8 milliards de dollars supplémentaires dans nos systèmes de sécurité spatiale sur les 5 prochaines années. Rappelons que Donald Trump avait ordonné en mai dernier l'éventuelle création de forces spéciales pour mener des opérations dans l'espace extra-atmosphérique. Le général John Raymond, commandant de la force spéciale des États-Unis, avait déclaré que le pays était préoccupé par la puissance spatiale croissante de la Russie et se préparait à une guerre dans l'espace. À présent, parlons société dans cette rétrospective. Un incendie de forêt continue de faire rage sur 2 fronts à Monchique, dans le sud du Portugal, monopolisant quelques 800 pompiers et 12 Canadair pour tenter de l'éteindre. Et Dapi et Didi Anali nous en donnent les précisions. Plus de 400 pompiers, aidés de 9 avions et hélicoptères, ont lutté vendredi dernier contre un incendie dans la zone touristique de Monchique, au sud du Portugal, et ont évacué de façon préventive quelques habitants, selon les services de secours. Sur place, les pompiers étaient également soutenus par 121 véhicules pour éteindre cet incendie qui faisait rage dans une zone de garrigue, selon un bilan publié sur le site de l'Autorité nationale de la protection civile. L'incendie s'est produit dans les environs de Monchique, une chaîne de montagnes qui constitue le point culminant de la région touristique de l'Algarve. En milieu d'après-midi, différents feux de forêt, certains sur le point d'être maîtrisés, mobilisaient au Portugal plus d'1 millier d'hommes et une quinzaine de moyens aériens, selon les services de la protection civile. Le Portugal est en état d'alerte maximale depuis mercredi. Les services de la protection ont déployé un dispositif important à l'approche d'une vague de chaleur qui balaie le pays jusqu'à dimanche pour éviter la répétition des incendies ravageurs qui ont fait au moins 114 morts l'an dernier. Le Portugal a enregistré jeudi plusieurs records de température,
dont la plus élevée a été de 45,7 degrés à Mora, selon un dernier bilan de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère. Et parce qu'un incendie peut en cacher un autre en Californie, un incendie criminel fait des ravages au sud de Los Angeles. Les pompiers sont épuisés. Après un mois de lutte, 10 personnes ont déjà perdu la vie. Ces incendies sont les plus importants de l'histoire du pays. Reportage. Ni les obstacles naturels comme les rivières, ni les fossés aménagés artificiellement n'ont pu réussir à ralentir le range fire que les pompiers combattent à l'aide de plusieurs avions bombardiers d'eau, 2 Douglas DC-10 et un Boeing 747. Selon un bilan du service des pompiers CAL FIRE hier mardi, l'incendie a détruit 117 638 hectares depuis le 27 juillet dernier. Le feu est composé en réalité de 2 foyers mitoyens, d'abord le Ranch Fire, circonscrit à 20%, et le River Fire à 78%. Selon le CAL FIRE, l'incendie est situé dans les ravines raides avec des expositions diverses au vent qui compliquent les efforts des pompiers. Scott McLean, chef adjoint de CAL FIRE, a déclaré lundi dernier que ces feux sont extrêmement rapides, extrêmement agressifs et extrêmement dangereux. Il a aussi ajouté que son équipe avait assez d'eau pour lutter contre ces incendies, mais que le climat modifié a entraîné les feux plus graves et plus destructeurs. Depuis mi-juillet, une dizaine de personnes, dont au moins 4 pompiers, ont été tuées par les nombreux incendies qui ravagent l'État le plus peuplé des États-Unis. Les services forestiers de Californie ont décompté 8 incendies majeurs mardi, dont un nouveau dans le sud. Légèrement plus au nord du Mendocino Complex, les soldats du feu étaient aux prises avec CAL FIRE, qui était mardi matin le 12e plus important de l'État, avec 68 000 hectares détruits depuis, plus de 1600 bâtiments, dont 1 millier d'habitations. Il sévit près de la ville de Redding et mobilisait mardi matin plus de 4 700 pompiers, dont plus d'une quinzaine arrivés d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ces images sont dignes d'un film catastrophe. En Argentine, le scénario est tout autre. Alors que le projet de loi avait été approuvé par les députés en juin dernier, les sénateurs argentins ont rejeté cette semaine la législation de l'avortement, mettant un terme aux espoirs des organisations féministes. Dédi Diagnali. En Argentine, 38 sénateurs ont dit non au texte prévoyant l'interruption volontaire de grossesse pendant les 14 premières semaines de grossesse. 31 ont voté en faveur et 2 se sont abstenus. Des militantes contre le droit à l'avortement expriment leur joie. Il a été prouvé que l'Argentine était et sera pro-vie pour toujours. Nous sommes ici pour défendre la vie, pour défendre les enfants. Nous sommes heureux car ceci est la célébration de la démocratie, du fédéralisme, du triomphe des 2 vies, celle de la femme et celle de la personne en gestation. Nous allons continuer à nous battre et à travailler pour les 2. Après que ce projet de loi légalisant l'avortement soit rejeté par le Sénat, des manifestations ont éclaté aujourd'hui jeudi à Buenos Aires. Des milliers de jeunes femmes ont bravé le froid et la pluie pour être là, devant le Congrès. À 9h49, quand le résultat du vote des sénateurs s'est affiché, la déception a envahi la foule, même si l'issue négative était attendue depuis plusieurs heures. Cette décision du Sénat était dure à assimiler pour beaucoup de militantes pro-IVG, mais ce n'est pour elles qu'un contretemps car elles estiment le processus inéluctable. Il y avait une chance de faire l'histoire et nous perpétuerons le même système qui en ce moment nous fait tant de mal. Je m'en vais très déçue et profondément blessée de savoir que nous sommes gouvernés par des gens qui ne comprennent pas ce que le peuple veut. Aussitôt après la diffusion des résultats, ces manifestantes ont souligné que la mobilisation n'était pas terminée et que la lutte continue. Et en Afrique, parlons de ce phénomène de société qui a des répercussions sur la santé. Sous forme de crème, pilules ou injections, les méthodes pour s'éclaircir la peau sont multiples. Sur le continent africain, le business du blanchiment de la peau est en plein essor, un marché cependant dangereux pour les consommateurs par manque de réglementation. Reportage. C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante.
Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Ma peau n'est pas trop sombre, pas trop claire. Je garde mon teint naturel. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 5 euros et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés. Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau. Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones plus foncées de la peau, et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues. Tout à fait autre chose à présent. En Somalie, les attentats terroristes sont le pain quotidien de la population. Mais cela n'a pas empêché ou découragé un Somalien de la diaspora de rentrer au pays pour lancer son entreprise de lait de vache à boire, la première du genre. Et ce, malgré les réticences traditionnelles de la population à consommer du lait de vache. Reportage. Faire boire du lait de vache à ses compatriotes, c'est le pari fou d'un Somalien tout juste rentré au pays après 25 ans d'exil au Royaume-Uni. L'entrepreneur optimiste a décidé de braver la menace constante d'attentats terroristes à Mogadiscio pour lancer son usine. L'un de nos principaux défis est l'insécurité. Parfois, ma camionnette ne peut pas livrer le lait aux clients parce que les forces de sécurité bloquent les rues. L'usine pasteurise et conditionne 2000 litres de lait par jour. Le patron de cette toute jeune entreprise est prêt à révolutionner les habitudes alimentaires de ses compatriotes. En Somalie, on considère en général que le lait de vache frais est mauvais pour la santé et on lui préfère le lait en poudre ou de chamelle. Le lait frais est très bon, nos clients commencent à en consommer. Quand nous passons commande, le lait est livré en temps et en heure et les patrons de cette société sont très impliqués pour la communauté locale. Son lait, le patron de l'usine l'achète à des sociétés d'élevage de vaches basées à Mogadiscio, comme Some Milk, qui produit également ses propres yaourts. Pour le propriétaire, les affaires se portent plutôt bien. Encourager la production locale pour promouvoir l'économie, populariser la consommation de lait à travers le pays, les objectifs de ces entrepreneurs sont clairs. Le patron d'Irman Dairy a déjà anticipé la hausse de la demande en produits laitiers. Il voudrait bientôt multiplier par 5 sa production. À présent, culture, religion et technologie, carburant à la caféine, aux pizzas et à l'adrénaline, des programmateurs ont planché cette semaine sur des solutions informatiques capables de prévenir les drames qui ont marqué ces dernières années le Hajj, pèlerinage annuel à la Mecque. Didi Diagnali nous a dit un peu plus. Ce pèlerinage où sont attendus 2 millions de fidèles est l'un des 5 piliers de l'islam. Il représente aussi un énorme défi logistique pour les autorités saoudiennes.
Luttant durant 36 heures contre le sommeil, des programmateurs du monde entier se sont penchés sur une question essentielle: comment prévenir à l'avenir les accidents mortels pendant le Hajj. 5 femmes saoudiennes, yéménites et érythréennes ont travaillé à la conception d'une application permettant aux ambulanciers d'atteindre rapidement des personnes ayant besoin de soins médicaux à travers un système de géolocalisation. Nous voulons faciliter le Hajj aux pèlerins du monde entier et nous voulons attirer des gens provenant de divers milieux, d'âges différents et de divers pays. Ce hackathon nous apportera de nombreuses solutions et idées dans lesquelles nous pourrons investir en tant que fédération. 2 Pakistanais se sont associés à des étudiants d'Asie de l'Est pour créer une laisse virtuelle permettant de localiser des proches perdus dans la marée humaine grâce à des bracelets électroniques. 4 Saoudiens ont travaillé à la conception de poubelles à capteurs qui avertissent les éboueurs quand celles-ci sont pleines. La technologie est utilisée durant ce Hajj et lors des Hajjers précédents. Mais la technologie évolue si rapidement et nous devons nous adapter avec cette évolution. Du coup, les solutions que nous avons utilisées l'année dernière sont différentes de celles utilisées cette année. L'année suivante et l'année qui suivra, la technologie évolue si rapidement, à un rythme très rapide, et l'Arabie saoudite embrasse ce changement et cette technologie. Au total, près de 3000 programmateurs ont participé à l'événement, faisant dire aux organisateurs de l'Arabie saoudite que l'Arabie saoudite a battu le record du nombre de participants à un hackathon. Nous souhaitons déjà un bon pèlerinage à tous les fidèles musulmans. Au cours d'une opération spectaculaire, les autorités turques ont déplacé cette semaine un hammam historique de 1500 tonnes afin d'éviter qu'il ne soit submergé par les eaux dans le cadre d'un projet de barrage controversé. Teddy Diagnali. Le déménagement du hammam d'Arkoutlu, construit il y a plus de 650 ans dans la localité d'Hasankeyf, sur les rives du Tigre, a mobilisé des moyens extraordinaires. Chargé sur une plateforme roulante faite sur mesure, le mastodonte a été transporté sur une large route construite spécialement pour l'occasion. Le convoi a mis plusieurs heures pour parcourir 2 kilomètres le séparant de sa destination. C'est une opération très excitante. Je pense que c'est unique au monde. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir n'importe où. Nous sommes donc très heureux d'être dans un pays qui déménage et protège un tel monument. Cette opération s'inscrit dans un effort de préservation du patrimoine face au projet de barrage d'Ilissu qui est situé en aval et provoquera à terme l'engloutissement de Hasankeyf. Ce barrage fait partie du projet d'Anatolie du Sud-Est, un vaste plan d'aménagement du territoire qui vise à améliorer l'approvisionnement en énergie de cette région. Je pense que c'est une très bonne décision. C'est mieux qu'il soit transporté ici. Il aurait pu rester 100 ans là-bas sans que cela ne soit bénéfique à personne. Ici, les gens pourront venir le voir et nous pourrons créer du travail. Pour préserver certains ouvrages de Hasankeyf, ville qui abrite de nombreux vestiges des époques romaines, byzantines, pré-ottomanes et ottomanes, les autorités ont créé un parc culturel à proximité de la ville. C'est là qu'a été entreposé le hammam hier lundi. L'an dernier, un tombeau datant du XVe siècle et pesant plus de 1100 tonnes y avait déjà été déplacé. Sur ce, nous mettons un terme à cette rétrospective de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de A12 Télévision, la chaîne d'ici et d'ailleurs. Merci.